Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver, heureux de vous retrouver également au compte de ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Scanner sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous pratiquer partout à Conakry, à l'intérieur du pays. Vous le savez déjà, vous êtes dans Le Scanner du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 avec l'équipe, toute l'équipe qui vous accompagne chaque matin pour vous aider à comprendre l'actualité majeure. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci une fois encore. À la télé, vous nous regardez sur Kavi TV, canal 249, canal 113, 100 et 779 sur les différents bouquets, Canal Plus et Star Times. Sur les réseaux sociaux, vous nous suivez sur Kavi TV si vous êtes sur Meta, sur groupe Kavi Media, Instagram, YouTube, Telegram et TikTok. Vous pouvez nous pratiquer de ce côté ou nous tout simplement télécharger notre application mobile Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store, sur notre site d'information siaminfo.com. Vous pourrez également nous écouter ou nous regarder de ce côté. Au menu de ce matin, après la dernière version qui remonte à 1995, 30 ans plus tard, la Guinée renouvelle la convention collective des mines, carrières, industries minières et assimilées. Une étape majeure franchie dans la régulation du secteur minier guinéen. Ce nouveau cadre juridique permet non seulement de garantir un meilleur équilibre entre les droits des travailleurs et les intérêts des entreprises minières, mais aussi de créer un environnement de travail conforme aux principes du travail en République de Guinée. Plusieurs points exigés par le syndicat sont pris en compte dans le dit document, dont entre autres l'encadrement de la sous-traitance, les travailleurs sous-traitants percevant désormais au moins 70% du salaire de base des sociétés mères, l'amélioration des conditions de retraite avec une prime de départ revue à la hausse et l'amélioration des conditions de travail et de rémunération avec le principe à travail égal, salaire égal, le paiement des heures supplémentaires et l'octroi de primes spécifiques. Pour en savoir davantage, nous aurons au bout du fil Elhadj Mamadou Saliou Diallo. Il est syndicaliste et a suivi de très près ces négociations. Et nous irons également à Niamey. Dans la dernière partie de cette émission, la capitale du Niger abrite depuis samedi les assises nationales. Durant 5 jours, 600 personnes échangeront sur l'avenir du peuple nigérian pour un retour à l'ordre constitutionnel. Les résolutions issues de ces travaux devront aboutir à un calendrier fixant la durée de la transition. Le chef de l'État nigérian, le général Abdourahmane Tiani, précise que les présentes assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de compte, de critiques acerbes, injustifiées, encore moins servir de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir, mais doivent plutôt être un moment d'échange constructif qui va fédérer tous les Nigériens. Le rapport final devra être remis au général Abdourahmane Tiani début mars. Les autorités de la transition qui avaient annoncé une transition de 3 ans vont-elles respecter ce délai après ces assises? On en parle dans la dernière partie de cette émission, Le Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Direct, événement.
débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Merci de nous retrouver dans le scanner, vous le savez déjà. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos réseaux. Bienvenue si c'est maintenant vous nous rejoignez dans vos taxis, dans vos véhicules en partance pour le boulot, dans les bureaux. Évidemment, vous nous écoutez. Merci une fois encore d'être en notre compagnie, ici même autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Mohamed Ba, le PM, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Heureux de te retrouver après le quelques jours plaisir est d'absence. énormément partagé également. J'espère que ça s'est bien passé pour vous ce week-end. Très bien, très bien. Nous présentons toutes nos excuses à nos auditeurs et téléspectateurs. Et puis voilà, c'était que petit souci, mais bon, ça va, on se porte bien. Ouais, on a réglé tout ça avec tous ces réaménagements, ces travaux à l'interne. Ce n'est pas facile, mais les auditeurs et téléspectateurs comprendront. Ainsi va la vie aussi. Ouais. Allez, pas une nouvelle voix, mais vous l'avez peut-être oublié. On va rappeler le synonyme Yamoussa Cheikh. Merci. Camara, bonjour. Bonjour à tous. Ah, ça fait longtemps, je pense qu'il y avait 6 mois en arrière ou 4 mois en arrière, Yamoussa a signé son entrée dans cette émission. Bienvenue ou bienvenue. De toute façon, c'est bienvenu. Ah, voilà, c'est bienvenu, de toute façon. Voilà. Les immigrés de Donald Trump a renvoyé. Oui. Il était du côté des États-Unis. Il revient à la maison. Il revient à la maison. Bon retour. Je ne peux pas l'expulser. Bon retour, Merci. cher ami. Allez, Mohamed Ba, on commence par cette première actualité. On parle des mines, carrières, industrie minière et assimilée. Enfin, le bout du tunnel. Il faut le rappeler parce qu'on a reçu à plusieurs reprises le syndicaliste. On a échangé longuement sur ce qui caractérisait ce bras de fer qui opposait ces travailleurs à la Chambre et notamment au patronat, au ministère des Mines. Aujourd'hui, on peut se frotter les mains et dire Dieu merci, la Guinée signe une nouvelle convention. Après 30 ans, on a rappelé l'histoire depuis 1995. L'actualité a changé, les réalités ont changé, mais la Guinée gardait le même document. Aujourd'hui, ça va, la Guinée se réveille. La Guinée se réveille et je pense que l'application du contenu de ce nouveau document va donner du sourire vraiment à ces différents employés un peu partout en Guinée, sur l'ensemble du territoire national, dans les carrières, mines et autres industries d'extraction minière. Je pense que c'était attendu depuis très longtemps, des réclamations depuis très longtemps. On essayait d'en savoir plus, mais malheureusement, ça a pris du temps. Et d'autres vont dire mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. L'ancien document sur lequel on se basait beaucoup plus en ce qui concerne le travail, le traitement des employés du secteur minier ou des carrières, datait de 1995, ce qui n'est vraiment pas quand même, n'était plus à jour, ne collait plus à la réalité. Et une convention qui est plus âgée que certains. Beaucoup de personnes aujourd'hui, des lycéens, des universitaires, c'est plus vieux que ces derniers, mais aujourd'hui, Dieu merci, mieux vaut tard que jamais. Le contenu va permettre aux uns et aux autres de pouvoir bien profiter de leur sueur, de travailler bien et de s'attendre à quelque chose. C'est ça aussi la réalité, c'est ça aussi la vie. Il faut toujours s'adapter. Parlons toujours de ce document avant de s'intéresser au contenu. Il faut savoir que c'est en fonction du travail que nous effectuons, que nous pouvons nous donner du sourire, que nous pouvons mieux vivre de notre travail. Parce que si vous travaillez et que vous n'avez aucune possibilité de pouvoir vraiment sortir pendant les 30 jours dans les conditions normales, c'est que ce travail, ça ne sert à rien, presque s'il faut le dire comme ça. Parce que si vous travaillez 5 jours, 10 jours après, c'est vous qui êtes le premier à se présenter devant le boutiquier chez Diallo, dire que vraiment j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça à crédit, c'est qu'il y a un problème dans votre travail. Si vous êtes le premier à sortir tous les jours et le dernier à rentrer, au finish, vous êtes le premier à prendre des crédits, c'est qu'il y a problème. En ce qui concerne le secteur minier aujourd'hui dont nous parlons dans ce document, dans cette émission, il faut dire qu'il y a un travail énorme qui a été abattu dans ce cadre-là pour arriver à ce résultat. Parce que, sachant, nous qui sommes du secteur, en tout cas des enfants nés du secteur minier, vraiment, vous vous rendez compte dans les années les plus reculées, vous vous rendrez compte 90, 2000,
voir des employés qui avaient un salaire de base de 400 000, 500 000, 600 000 dans les années 90 jusqu'à la fin des années 90, et que vous apprenez aujourd'hui que vraiment quand vous rentrez, vous êtes chauffeur, vous êtes technicien ou je ne sais, un simple employé, vous avez 2 600 000 francs guinéens pour un départ. Je pense que comme salaire de base, sans parler des autres avantages qui accompagnent, je pense que c'est un ouf de soulagement qu'on peut mettre là. Et si vous êtes déjà, vous êtes maîtrise, vous êtes universitaire, vous avez un diplôme, vous avez une formation professionnelle bien calée avec le document, avec un diplôme qui l'accompagne, vous avez environ 5 millions de francs guinéens, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer également. Et cela consiste vraiment à renforcer la capacité, le pouvoir d'achat, voilà, le bien-être, le pouvoir d'achat de ces différents employés. C'est une erreur qui est à corriger. Qui est à corriger, mais maintenant que ça va, et on tiendra compte, on pense que les employeurs vont tenir compte de ces documents. Et il faut comprendre qu'on ne tient plus compte de ceux qui sont la maison mère de l'emploi, celui qui vous a employé. Non, maintenant on tient compte également de la sous-traitance. Avant, la sous-traitance, quand il vient, c'est qu'on vous propose ce que vous prendrez et que vous allez prendre. Et au-delà de ça, vous ne pouvez rien dire. Aujourd'hui, c'est prévu dans cette convention que c'est que l'autre, comme on appelle, la maison mère vous paye. La sous-traitance a l'obligation de vous payer 70% de cela, ce qui n'est pas à négliger. Et ça se répercute tant du côté des employés au niveau de grade A ou échelon A, ou ceux qui ont B ou C. L'ensemble de tout ça permet à nous dire que vraiment les autorités dans le secteur minier ou les autorités, ceux qui sont du côté syndical, il y a un travail énorme qui a été abattu et on pense que l'ensemble de tout ça permettra aux uns et aux autres d'avoir le sourire. Au-delà de cela, vous tiendrez compte que les avantages, à partir de la signature de ce document, dès qu'on déclarera que ce document est valide, que ce document rentre en ligne de compte, les anciens avantages qui étaient en deçà de l'actuel, l'employeur aura l'obligation dans le secteur minier de revaloriser vraiment le traitement. Si ça trouve que le traitement antérieur qui était beaucoup plus intéressant à l'actuel, on sera toujours obligé de maintenir l'ancien qui est là parce que le traitement, tout ce qu'on fait, c'est le bien-être de l'employé. Donc si cela se passe comme ça, je pense qu'Abdallah, ça serait une bonne chose et que cela va continuer à améliorer le bien-être des uns et des autres. Oui, en attendant d'avoir notre invité de ce matin au téléphone, je vais me tourner vers vous, Yamoussa, il faut le dire. Aujourd'hui, un ouf de soulagement pour le secteur minier, pour ces travailleurs des mines qui tiraient quand même le diable par la queue. Et justement, c'est tout le monde qui gagne. C'est tout le monde qui gagne, en tout cas. La Chambre des mines, les partenaires, les entreprises, mais aussi les travailleurs. Puisque vous avez entendu la déclaration même du président dans son discours de la Chambre des mines. Donc, il n'a pas seulement été question de mettre le curseur sur la fixation, c'est-à-dire le salaire minimum. Il a été également question d'équilibrer le travail équitable, c'est-à-dire maintenant que le salaire ne doit pas seulement permettre de vivre, il doit être un levier d'épanouissement personnel et familial, selon ce qu'a dit Ismaël. Et donc, Mohamed Ba a rappelé tout à l'heure ce qu'on a connu cette semaine avec la signature de cette convention collective par le ministre du Travail et de la fonction publique. On l'a attendu depuis 30 ans de cela, depuis 1995. Et si cela aujourd'hui se matérialise, ça se concrétise, moi je dis que c'est un pas en avant, un grand pas en avant. Et donc ce qui reste à ajouter à cela, c'est que cela doit être pris en compte. Ça ne doit pas surtout. Et parce qu'on on sait le suivi. Il ne s'agit pas seulement d'apposer tout les signatures après les signatures sur les papiers et faire un net à la cour autour, tout le bruit autour de la chose. Il faut aller au bout. Il faut que ces travailleurs qui souffrent dans nos mines mangent comme ils veulent, c'est-à-dire puissent profiter de leur sueur, parce qu'on sait que là-bas ce qui se passe, ce n'est pas facile, c'est pas un travail facile, bien que les mines, on sait que c'est aujourd'hui devenu un levier de notre économie, de l'économie. Surtout avec ce projet Simandou, avec ce projet, le programme Simandou 2040, on sait qu'il y a beaucoup de perspectives dans l'avenir, et cela
le secteur minier ne va pas rester en marge. Et pour cela, c'est bien fait de signer cette convention collective. En tout cas, si c'est pour l'intérêt de tous les partenaires, parce qu'on a vu au niveau des différents points, des exigences qui ont été améliorées et ainsi de suite, les négociations qui ont été faites, parce qu'il faut le dire que cette nouvelle convention, mais aussi un accent particulier sur le droit des travailleurs, mais aussi la protection sociale. Et il y a eu des mesures clés qui ont été prises. Et parmi ces mesures, vous savez, Abdallah, il y a le respect des libertés syndicales, avec la protection des délégués syndicaux et la reconnaissance du droit même de grève, encadré par des règles précises. Ce qui n'était pas permis. Ce qui n'était pas permis à l'époque, parce qu'on a vu, il y a eu des syndicalistes qui ont été même licenciés aujourd'hui en plein exercice de leur activité, parce qu'ils ont simplement défendu leur syndiqué, ce qui n'est pas normal. Alors, avec cette convention collective, je vois qu'il y a des verrous. Et ce côté-là, on peut dire chapeau au ministre du Travail et de la fonction publique. Et de la fonction publique, Yombouno, ou bien Bourouno de ce François côté. Bourouno. Qui se bat de ce côté. Merci, félicitations à tous ces acteurs. Nous, on va essayer de joindre au téléphone notre invité de ce matin. Il est syndicaliste. C'est un habitué de cette émission, puisqu'il est passé plusieurs fois. Il est Mamadou Salihou Diallo, bonjour. Bienvenue dans le scanner. Bienvenue dans le scanner. Comment allez-vous? Ça va ce matin, ça va. On sent que vous avez de l'énergie ce matin, Elage. Oui, énergie, vous savez, par rapport à cette nouvelle convention. Oui, vous avez beaucoup d'énergie. Dites-nous en plus. On a quand même lu le document à part entière, mais il y a des choses qui se sont passées jusqu'à l'aboutissement aujourd'hui de cette signature. Aujourd'hui, d'abord, quels sont vos sentiments? Est-ce que vous êtes satisfait, vous en tant que syndicaliste, de tout ce qui a été mentionné, ou vous avez encore des réserves qui peuvent surgir 10 ans après ou 20 ans? Bon, vous savez qu'en matière de loi, en matière de normes, l'homme même étant imparfait, il peut toujours y avoir quelque chose qui n'est pas exactement comme on le voulait ou comme le patronat le voulait, mais au fil des ans, parce que c'est en fonction, une loi, c'est en fonction du développement du pays. Par rapport à l'ancien code, par exemple, vous saviez, à l'ancienne convention, vous savez que la Guinée en ce moment attirait beaucoup plus les investisseurs, c'était ça l'objectif. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, plus de 100 investisseurs dans ce domaine-là, on a besoin maintenant de réglementer le secteur. Ce qui donc a été l'objet de toutes ces discussions, près de 3 ans, des va-et-vient et tout ce que vous avez suivi comme bisbille autour de la question. Vous savez que ça a été difficile, il faut le reconnaître. Mais nous disons que nous avons gagné et le patronat a gagné. Chacun a perdu un peu de ce qu'il voulait obtenir à 100%. Donc, nous disons que nous sommes satisfaits. Et nous attendons maintenant la mise en application directe, parce que cette fois-ci, contrairement à l'ancienne, elle s'applique à tout le secteur et à tous les intervenants du secteur. Donc à tout le monde. Avant, lorsque les gens n'ont pas signé dans le document, ah non, nous, ça ne nous engage pas, on n'est pas signataire, alors que là, maintenant, ce n'est plus une question de qui a signé, qui n'a pas signé, c'est entre employeurs de ce secteur-là et travailleurs de ce secteur. C'est l'un des avantages les plus importants. Deuxièmement, vous le savez, comme on le disait au début, sur les seuils d'entrée, nous avons pu nous comprendre, malgré que personne n'a eu à 100% ce qu'il voulait. Donc, sur le seuil d'entrée des ouvriers non qualifiés et les agents de maîtrise, on nous l'a concédé. Et comme le patronat demandait aussi à ce que les entreprises aient la latitude de négocier les cadres, que les cadres vendent eux-mêmes leurs compétences, nous aussi, nous avons cédé sur cette partie en attendant la mise en œuvre et que l'on voit qu'exactement chaque partie s'est exécutée. Bien. Parlant notamment, avant de dévoluer sur ce point, parce que vous avez eu des exigences, aujourd'hui, vous nous rappelez dans ce studio, il y a quelques jours ou quelques semaines, qu'un travailleur des mines pouvait percevoir 700 000 comme salaire, si je ne me trompe. Je ne vous entends pas bien comme... Salaire, vous parlez de 700 000, qu'il y avait des travailleurs qui percevaient
qui ne percevaient que 700 000 francs guinéens. Oui, effectivement, dans certaines entreprises qui tiraient avant le manteau autour de la gouvernance ancienne, chaque fois que vous essayez d'agir, on appelle plus haut pour qu'on vous dise de sortir de l'entreprise, etc., etc. Ces injonctions-là ont pour le moment cessé. Donc, ce qui fait que, à l'application de cette convention, une entreprise ne pourra plus payer 700 000. Donc, maintenant, quel est le salaire de base? Quel est le salaire de base mensuel? Le salaire de base a été fixé à 2 600 000 pour toutes les entreprises mères qui évoluent dans le secteur. C'est-à-dire, c'est le minimum possible. Il n'est pas dit qu'une entreprise ne va pas payer 5 millions, 6 millions comme salaire de base, parce qu'il y a déjà des entreprises qui le faisaient. Donc, mais pour une base de légifération, il faudrait que l'on ait un minimum possible. Donc, c'est ce qui fut fait. Et au niveau des agents de maîtrise aussi, un minimum possible, c'est ce qui a été coté à 8 500 000 pour l'ensemble des ouvriers, des agents de maîtrise. Là aussi, il y a des entreprises qui payaient plus que ça, 2 fois plus que ça, est-ce que vous voyez? Mais ça ne, vous savez, en syndicalisme, les acteurs ne perdent pas. Donc, c'est celles qui payent déjà plus que ce qui a été convenu là. Et encore une fois de plus, nous leur saluons et nous tirons le chapeau. Et nous sommes prêts à la mise en œuvre de solides relations de travail entre eux, les patrons, et nous autres travailleurs. Donc, voilà comment on évolue. Alors, camarades, il y a aussi l'encadrement de la sous-traitance dans cette convention collective. De ce côté-là, qu'est-ce que l'on puisse retenir? Absolument. Parce qu'au niveau de la sous-traitance, nous avions dit, vous savez, avant, il y avait des entreprises de sous-traitance qui pouvaient se payer, se rémunérer sur un travailleur à hauteur de 7 millions et que l'entreprise prenne 1 million ou 1 200 000 et donner à l'employé exécutant. Nous avons dit que ce n'est pas normal, c'est une injustice sociale. Donc, si le sous-traitant prend avec l'entreprise mère un exemple, s'il prend 1 million, alors il doit payer au travailleur qui a effectué la mission, il doit lui payer 700 000, soit 70% du salaire que la maison mère a payé pour l'ouvrier. Et que l'entreprise sous-traitante maintenant aussi évolue dans son fonctionnement avec les 30% qui est sur la tête de chaque travailleur. D'accord. Alors, est-ce qu'à ce niveau, vous êtes seulement limité au niveau de la fixation de salaire minimum, c'est-à-dire par exemple dans le cadre de la sous-traitance qui est fixée à 70%, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, 700 000, si par exemple l'entreprise mère donne 1 million, donc à 700 000, mais est-ce qu'il y a eu d'autres avantages pour les travailleurs de cette sous-traitance également, au-delà du salaire minimum? Ok, d'abord, ils ont le droit de se syndiquer. Ça, c'est la liberté syndicale leur a été consacrée. Et de façon vive, ça a été exprimé de vive voix et c'est passé lors des négociations. Ensuite, leur prise en charge par la sécurité sociale, et parce qu'il y en avait qui n'étaient jamais, il y a des entreprises qui ne déclarent jamais leur personnel sous-traité à la sécurité sociale. Donc il y a ce second aspect. Le troisième aspect qu'il y a, c'est le respect de la dignité humaine. Vous savez, c'est facile d'exploiter la bauxite, c'est facile d'envoyer des milliards de tonnes, mais on ne se poserait pas la question, au fond, qu'est-ce qu'on laisse à la Guinée? Et laisser à la Guinée, ce n'est pas cette partie qui est rétribuée, si vous voulez, en termes de pourcentage au niveau de l'État, c'est que du point de vue incidence directe des travailleurs, l'ouvrier qui est sous-emploi, l'ouvrier qui est en situation temporaire ou en situation de contractualisation, et un autre qui est dans une entreprise régulière, il faut que tous les deux ont de la famille. Et tous les deux doivent faire face à la responsabilité vis-à-vis de leur famille et au marché intérieur de la Guinée. Ils ne achètent pas leur manger dans un supermarché Carrefour en France, ils l'achètent ici, dans le marché guinéen. Donc, l'argent qu'eux, ils doivent gagner est consommé en Guinée et continue de circuler, alimenter les banques primaires, revenir aux travailleurs. Voilà le circuit économique. Lorsqu'on essaie de casser cette chaîne-là,
alors c'est la paupérisation de la population. C'est la pauvreté qui s'installe. Et nous devons agir aujourd'hui de sorte que nous devons comprendre que partout où il y a une poche de pauvreté, c'est un danger pour toute la nation. Ah bon? Donc il faut résoudre la question de façon progressive, de façon intelligente et de façon responsable. Maintenant, Elhadj, oui, allez. Oui, dans cette convention minière là, on voit également un principe qu'on parle le plus souvent, à ce travail égal, salaire égal. Oui, c'est un principe qui dérive de la convention numéro 100 de l'Organisation internationale du travail et qui est mise en application par tous les États membres du système des Nations Unies. Alors, qu'est-ce à dire? Lorsque vous êtes recruté en qualité de journaliste, un autre est recruté en qualité de journaliste. Chacun de vous a, supposons, 8 heures de travail à fournir. Alors, si vous avez le même travail, vous avez le même temps de travail, donc vous effectuez un travail dont la valeur est égale pour le premier et pour le second. Donc, expatrié ou pas? Expatrié ou pas? Le salaire. Hein? Expatrié ou non? Non, pas au niveau des expatriés d'abord. Bien. Pas au niveau des expatriés. Mais au niveau local d'abord, avant de parler, au niveau local, oui. Au niveau local, donc, il faudrait qu'à travail égal, salaire égal. La différence, ça peut se résider au niveau des primes de responsabilité, primes d'assiduité, primes de ceci ou de cela. Si deux travailleurs au même niveau n'ont pas les mêmes responsabilités, naturellement la prime de responsabilité va les différencier par le salaire net. Bien, ce qui est déjà compris. Maintenant, oui. Au niveau des expatriés, il y a la loi qui exige le transfert de compétences. Ils sont recrutés, ils ont au maximum 2 ans, renouvelables une seule fois. On espère que dans les 4 ans, ça trouvera qu'ils ont assuré le transfert de compétences. Maintenant, dans la réglementation, à tous les niveaux, c'est ce qui est pris comme postulat de base. Maintenant, si nous avons un Guinéen qui peut effectuer le même travail qu'un expatrié venant de l'Angleterre, le même travail, il n'y a pas de raison que celui de l'Angleterre soit recruté à la place du Guinéen. Et ça, c'est valable. C'est comme ça dans tous les pays qui se respectent. Donc, nous avons dit de respecter le contrat de travail des expatriés. Et ensuite, lorsqu'un expatrié s'en va, celui qui le remplace, si c'est pour le même travail, ils ont les mêmes compétences, alors, à part les primes d'expatriation ou primes de responsabilité et autres là, aux primes d'ancienneté, ils doivent avoir le même salaire. Pour que le Guinéen aussi se sente réellement comme cadre et que ce pourquoi il est allé à l'école puisse lui revenir à sa nation de façon digne. Bien, oui. Voilà de quoi il s'agit. Cheikh, vas-y. Alors, camarade, vous avez souligné tout à l'heure dans votre intervention, vous l'avez vous-même dit, qu'au plus de 100 investisseurs s'intéressent vraiment à ce secteur depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Avec cette signature de convention collective aujourd'hui, on sait que c'est devenu un moyen pour vous d'assurer l'équilibre entre les travailleurs, c'est-à-dire le droit des travailleurs et les entreprises, mais au-delà des impacts économiques allant du côté des travailleurs et tout, vous savez que l'exploitation minière a d'autres conséquences sur la vie des êtres humains. Est-ce que vous vous êtes penché par rapport à ce côté-là? Je veux parler de l'impact environnemental. Ok, effectivement, l'impact environnemental est d'ailleurs une question centrale parce que vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises sont cotées à norme ISO. Il y a la norme ISO pour l'environnement. Et dans les conditions de prêt, d'argent ou de fonds extérieurs, on tient compte de tout ceci pour pouvoir financer une entreprise, les banques étrangères. Donc, au niveau de la Guinée aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans chacune de ces entreprises, il y a le volet environnement. Mais nous voulons, la Convention a voulu que l'on pousse
qu'on aille jusqu'à l'effectivité de la restauration des sites, parce qu'il faut préparer l'après-mine. Donc, cette question d'environnement, elle est d'une importance capitale et nous y veillons jalousement. Le seul problème que nous avons, c'est lorsque nos propres frères ou alors d'autres sociétés qui prennent des contrats de restauration de l'environnement, lorsque celles-là prennent le pas et qu'elles soient supportées par des gens un peu plus perchés, un peu plus haut, là, ça devient compliqué. Mais aujourd'hui, le patronat, la CGI est consciente que le volet environnement n'est plus à négliger et il faut à partir de là maintenant avoir des mécanismes et des systèmes de contrôle pour y aller toucher du doigt la responsabilité de chacun. Et qu'est-ce qui est assigné aux investisseurs dans ce cadre-là? Tout contrat minier a une disposition ou une disposition qui exige, comment dirais-je, à l'entreprise de restaurer l'environnement qui sera impacté par ces exploitations. Bien. Et si ce n'est pas fait, camarade? Oui. Si ce n'est pas fait, si cela n'est pas fait, quelles sont les dispositions prises dans la convention? Prévues à cet effet. Nous interpellons l'État. Vous savez, l'État détient la force publique. C'est l'État qui décide. Mais nous interpellons l'État et si nous trouvons que cet impact-là va plus loin et jusqu'à compromettre l'avenir des populations riveraines et l'avenir de notre pays, eh bien, nous avons tous les moyens légaux pour leur dire halte. Bien. Et parlons un peu des heures de travail. On se rend compte que les heures de travail par rapport à d'autres personnels d'une entreprise, d'une société minière, il y a une différence qui existe. Quand je prends le personnel des hôpitaux, des boulangers et hôtels, on dit 42 heures. Du côté des chauffeurs de transport du personnel d'entreprise, 48 heures. Les chauffeurs d'astreinte, 52 heures. 55 heures pour le personnel de surveillance, gardiennage, sapeurs-pompiers. Comment pouvez-vous nous expliquer? Parce que certains employés peuvent se demander, mais pourquoi nous avons autant d'heures de travail, par contre d'autres ce n'est pas ça. Comment pouvez-vous nous expliquer cela, vous? Bien, vous savez que du point de vue répartition du travail, il y a d'abord la professionnalisation. Alors chaque profession a ses conditions qui lui sont spécifiques. Ce qui fait que quand vous prenez 8 heures de travail dans une mine, quelqu'un qui creuse avec si vous voulez, une roue, et celui qui est dans une salle climatisée, qui reçoit des dossiers, ou alors celui qui est à la porte dans une guérite, qui est très souvent aussi ventilé. Ceci ne se fait pas de la même manière. Le temps de travail ne peut pas être rémunéré en ce moment de la même manière. Bien. Ce qui fait que, vous savez, dans le gardiennage, c'est une question de rotation, soit de 12 heures, soit de 8 heures, soit de 24 heures. Et quand tel est le cas, vous quittez votre famille pour des heures, et même voire un jour entier. Alors, par contre, que l'ouvrier qui est dans les mines, lui, il est beaucoup plus exposé, mais il ne va que pour 8 heures par jour. Bien. Alors, les conventions collectives maintenant ont pour rôle, profession par profession, d'avoir des systèmes et des règlements de travail qui soient souples et acceptables en fonction du milieu de travail et en fonction de la profession. C'est pour ça qu'à date, au niveau de la CGI, il y a 16 autres conventions collectives de base qui sont à négocier et à sortir une convention collective pour permettre au travail de ce secteur de retrouver leur dignité, de travailler correctement, d'avoir un travail décent et par conséquent un salaire décent. C'est ça l'objectif global. D'accord. Alors, parlons alors un peu de l'âge de la retraite. Pour les employés, quand je prends des ouvriers et des employés de bureau, des cadres, l'âge de la retraite dans cette convention, qu'est-ce qui a été retenu? Bon, vous savez, là, du point de vue de l'âge de retraite, nous n'avons pas dérangé l'âge auquel il faut aller à la retraite. Ok. Dans le secteur. C'est à quel âge? Minier. C'est à quel âge? C'est à quel âge? Cependant, bon, vous savez, là, c'est une donne technique. Je ne la retiens pas directement, mais je puis vous dire que nous avons travaillé beaucoup plus sur la règle
de mise à la retraite. Et dans cette règle-là, comment calculer les indemnités de départ à la retraite. Et la formule que nous avons adoptée en accord avec le patronat est beaucoup plus alléchante pour les travailleurs lorsqu'ils sont en position de départ pour la retraite. Okay. Et on se rend compte également que vous avez pris en compte dans cette nouvelle convention beaucoup de primes qui devraient donner du sourire aux employés du secteur minier. Absolument, absolument. Parce que là, on voit des primes d'ancienneté, on parle de primes d'ancienneté, primes de panier, primes d'assiduité et gratification, primes d'intérim, primes de conditions de travail. Effectivement, tout ça, vous savez, dans l'établissement d'un salaire, il y a deux volets principaux. Il y a le salaire de base et les accessoires de salaire. Les accessoires de salaire, ce sont les primes. Et les primes sont relatives. Elles sont fonction d'une situation donnée. Elles peuvent être là aujourd'hui, demain ne pas être présentes dans le bulletin de salaire. Donc c'est pour ça que chaque entreprise a de par la loi, l'autorisation d'installer des types de primes pour satisfaire les conditions de vie des travailleurs au sein de l'entreprise. C'est ce qui fait ça. Et là, vous savez que même dans la fonction publique, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des primes qui sont accordées. La seule différence, c'est que les primes accordées aux gens ayant le même grade, le même échelon, ou en tout cas classés dans la même catégorie, sont différentes de ceux qui ont une responsabilité, ne pas sans savoir qu'il y a un décret qui vient de passer, où on attribue des primes exorbitantes de l'appareil d'État par rapport aux autres fonctionnaires qui font le travail. Mais ça, c'est une autre question. Nous y reviendrons. Bien. Maintenant, Elhadj, on va récapituler un tout petit peu. Aujourd'hui, on va se dire que pour un travailleur dans le secteur des mines, le salaire minimum est de 2 600 000. C'est ça? Oui, s'il est recruté aujourd'hui et il est dans une entreprise qui était celle qui payait en deçà de 2 600 000. Bien. Qui payait en deçà, ça veut dire quoi? Plus explicitement, pour ceux qui nous écoutent. Vous savez, il y a des entreprises, je ne vais pas les citer, qui payaient 700 000 ou 1 million comme salaire de base et dans le secteur minier. Et vous imaginez toutes les conséquences encourues dans les mines et dans les carrières. Donc, ça veut dire pour les entreprises qui payaient moins de 2 millions, sont obligés, à partir de la signature de cette convention, dès que cette convention est mise en vigueur, doivent payer 2 600 000 francs guinéens, un minimum de 2 600 000 francs guinéens aux travailleurs, c'est ça? Ils doivent s'adapter à la nouvelle donne. À la nouvelle donne. L'autre aspect, c'est la sous-traitance. Maintenant, parallèlement à ça, une entreprise qui paye 5 millions comme salaire de base ne va pas dire bon, on revient à 2 millions, à 2 600 000. Donc précision importante, précision très importante. Les acquis restent. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais donc, c'est que désormais, personne ne peut espérer avoir un salaire de base pour un ouvrier non qualifié inférieur à 2 600 000. C'est ça l'avantage. Bien, c'est ça l'avantage. Pour ceux qui payent au-delà, continueront de payer au-delà. Bien. Naturellement, c'est une réaction en chaîne. Chacun va réadapter. Vous savez, il y a des DRH et des départements financiers qui sont spécialisés dans ça. Bien. Bien. Maintenant, l'autre question, c'est par rapport, ou l'autre rappel, c'est par rapport à cette sous-traitance. Nous dirons qu'à partir de cette convention collective, sous-traitants, les sociétés ou les travailleurs qui travaillent, les employés qui sont en sous-traitance, doivent percevoir 70% du salaire payé par la maison mère ou la société mère. Ce qui veut dire que le travailleur ou l'employé doit savoir le salaire payé par la société mère ou bien peut ne pas savoir. Précision importante. Il peut le savoir. Il peut ou il doit. Il ne peut pas le savoir, mais l'attaque juridique, c'est au niveau de l'employeur sous-traitant.
Attention. Attention, Elage. Attention, Elage. Là, il y a un piège. Laissez-moi terminer. Allez-y. Allez-y. Si un sous-traitant perçoit 5 millions avec une entreprise mère et il place un travailleur, ce travailleur-là, obligatoirement, excusez-moi du terme, obligatoirement, il doit toucher les 70% de ces 5 millions. À défaut, c'est une violation de la loi, il peut s'attendre à des poursuites. L'inspection du travail qui contrôlera ça a le devoir de porter le problème devant l'administration judiciaire. Maintenant, Elage, là-bas, à mon entendement, il y a une zone d'ombre. Vous le dites qu'il peut savoir les mots. Il peut. Il peut ou il doit savoir. Parce que là, s'il ne le sait pas, merci. Le travailleur doit savoir. Bien, là, je suis d'accord. Il doit savoir le salaire payé par l'entreprise pour qu'il évalue son salaire de base à 70%. Bien, ça c'est déjà compris. S'il est sous-traitant. S'il est sous-traitant, ça la condition. Maintenant, quels sont les autres acquis dans cette convention collective? Peut-être avant de vous laisser partir. Quels sont les autres acquis? Vous avez les autres avantages, c'est la reprise en compte du principe à travail égal, salaire égal. Deuxième élément. Malheureusement, on va essayer. Les dieux de la téléphonie qui nous ont lâchés. Vous écoutez ou vous suivez à l'instant Elage Mamadou Saliou Diallo. Il est syndicaliste. Il a suivi de très près ce dossier. Ces négociations, nous l'avons plusieurs fois reçu dans cette émission, le scanner. On va essayer de le rappeler et voir quelques détails très importants, quelques rappels pour les auditeurs et téléspectateurs, notamment pour ces employés du secteur minier. Mais à l'écouter, Mohamed Ba, le PM, Yamoussa Cheikh Kamara, à l'écouter, on voit quand même qu'il y a des avancées significatives. Il y a beaucoup d'acquis. Quand même, il y a beaucoup d'acquis dans cette nouvelle convention qu'on vient de... En tout cas, que les hommes du secteur minier ou les Guinéens viennent de bénéficier, parce que c'est du jour au lendemain, soit c'est nous, c'est nos petits frères, c'est nos neveux qui peuvent se retrouver là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans cette nouvelle convention qui étaient beaucoup plus réels au niveau des institutions internationales et établies qui sont en Guinée, mais qui font bénéficier ces avantages à leurs employés, alors que dans le secteur minier ou au niveau national, ici, au niveau de la fonction publique, ces avantages n'existent pas. Parler de déplacement, quand je prends l'exemple de la CBG, de la Compagnie des bauxites de Guinée, vous travaillez, vous êtes recruté du côté de Kamsar, et que pour une raison ou pour une autre, on vous donne une mission de travail du côté de Conakry ou du côté de Sangaré, de Bokeh, vous vous déplacez. À partir du 3e mois de déplacement, il y a des avantages qu'on commence à vous accorder, et l'ensemble de tout ça vraiment donne de l'avantage ou du plaisir à l'employé de pouvoir bénéficier de ce travail. Il y a aussi des congés de détente qu'on retrouve dans ce document, congés de détente, qui veut dire quoi? Avec ce déplacement, vous allez ailleurs, vous bénéficiez au-delà de ce que vous gagnez comme salaire. Donc il est là. Oui, il est déjà là. Elage Mamadou Saliou Diallo, syndicaliste. Oui, Elage, on parlait des acquis et d'autres points pris en compte dans cette convention collective. Elage est là? Là, allô? Allez-y, nous vous écoutons. Donc, je disais qu'il y a donc ces acquis de long à large sur les congés, les indemnités. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'humaniser le lieu de travail. Vous savez que lorsqu'on a combattu pour avoir 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de détente, ce n'est pas pour rien. 8 heures de détente, ce sont les heures de loisir. Il faudrait que l'intéressé ait le temps de se divertir, vider tout ce qui est comme stress, si vous voulez, dans sa tête. Mais pour le faire, il faudrait absolument qu'il y ait un moyen financier qui accompagne. Alors, tout ça pris et analysé, nous avons défini donc des primes dans ce... On a pris ça en compte en réalité. Bien. Il faut aussi noter le fait de la nécessité de régulariser la formation professionnelle. Oui, ce qui est très important. La formation professionnelle, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont construit des centres de formation et qui ne veulent plus payer à l'ONSPP.
à l'Office national de la formation continue de personnel, de la promotion, de la formation du personnel, quelque chose comme ça. On est d'accord? Donc, le pourcentage qu'ils payaient là, ils ne veulent plus payer. Mais sauf qu'ils ne comprennent pas la notion et ce qui a sous-tendu la mise en place d'un tel département, c'est quoi? C'est d'abord pour exprimer la solidarité. Parce que quelqu'un peut avoir un accident dans une entreprise, un chauffeur par exemple. Il est lettré, il perd une jambe, donc il n'est plus autorisé à conduire un véhicule. Mais il peut travailler dans une bibliothèque, il peut travailler dans une direction administrative, etc., etc. Vous voyez? Donc il faut lui faire une formation dans ce sens-là pour qu'il puisse continuer son contrat de travail dans l'entreprise. Voilà, tout ça, c'est, même si c'était prévu dans l'ancien compte, mais ce n'était pas détaillé pour pouvoir mettre ceci en œuvre et sans difficulté. Maintenant, le reste, c'est peut-être l'article 117 de la même convention qui donne l'entrée en vigueur des salaires de base minimum et autres. Bien. Donc, il a été admis aussi dans les négociations qu'à compter du 1er août 2025, c'est pour les entreprises en exploitation, elles doivent absolument commencer le 1er août 2025 et les autres doivent continuer à partir du 1er avril 2026. Ça, parce qu'il faut réadapter les budgets, il faut en négocier dans les maisons mères qui sont à l'extérieur, il faut refaire toute la programmation. Bien. Voilà pourquoi, dans les discussions, il nous a été humblement demandé d'accepter un rééchelonnement, et le rééchelonnement sur lequel nous nous sommes convenus est celui-là, au nom de l'ensemble des travailleurs du secteur. Oui, Yamoussa. Alors, camarades, on peut dire que dans le secteur de mines, carrières, industrie minière et assimilée, c'est une aubaine aujourd'hui, et pour les travailleurs, mais aussi et pour le patronat, en tout cas avec la signature de cette convention collective. Vous êtes syndicaliste. Moi, ma question, c'est de savoir, du point de vue global, est-ce que vous pensez que tous les secteurs professionnels du pays doivent aujourd'hui signer une convention collective, en tout cas dans l'intérêt des travailleurs, puisqu'on sait que dans certains secteurs, notamment le secteur de la presse, il n'y a même pas de convention collective, ça fait des années, on se bat pour la signature, mais jusqu'ici, il y a des pas qui sont en train de traîner. Oui, alors, est-ce que vous pensez que cela doit se répercuter dans tous les secteurs pour le bonheur des travailleurs guinéens? Absolument. Et c'est pour ça, c'est en cela que nous saluons la largesse d'esprit du président Ansoumane Kaba de la CGJ, qui a déjà pris en compte l'ensemble des conventions collectives préparées et qui sont à leur niveau, qui doivent être classées et introduites afin d'ouvrir les négociations l'une après l'autre. Celle qui coïncidait, c'était celle des mines. Et comme ce goulot d'étranglement-là est libéré, maintenant nous nous apprêtons pour la suite. Mais tous les secteurs professionnels, du privé ou du mixte, doivent absolument avoir leur convention collective. La presse privée, le projet est déjà sur table. Et au bon moment, vous serez informés parce que les débats seront ouverts. Il faudrait que l'on cesse, c'est-à-dire que le travailleur n'est pas une bête de somme. C'est un homme qui mange ce que mange le patron. C'est aussi doux sur la langue de l'ouvrier. Celui qui dort dans une climatisation. L'autre aussi en a besoin d'une climatisation. C'est-à-dire c'est que mérite l'employeur. Oui, l'employeur devrait aussi en bénéficier. Mais c'est cette logique-là que nous négocions. En partie, en partie, il faut le dire. Voilà, c'est la justice sociale. C'est la justice sociale. Mais maintenant, quelle est la machine pour le suivi, l'application? Une entreprise minière à Bokeh, une entreprise minière à Zérékoré, le plus souvent ça peut ne pas être la même façon
qu'est-ce que vous dit que toutes les entreprises minières, toutes les sociétés minières, que ce soit des carrières et autres, l'application, qu'est-ce qui vous fait dire que tous pourraient avoir l'opportunité ou l'obligation de pouvoir appliquer à la lettre le contenu de cette convention? Pour le moment, le ministère des Mines, à travers son inspection générale, le ministère du Travail à travers son inspection générale, donc c'est suivi du dossier, et très certainement, je ne suis pas au secret de ces ministres, peut-être qu'il y aura un arrêté interministériel obligeant toutes les entreprises évoluant dans le secteur et tous les assimilés qui s'y trouvent. Voilà, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nos anges gardiens sont nos délégations syndicales en milieu de travail. Normalement. Donc, en synergie, dès qu'une entreprise veut sortir des mailles, nous aurons l'information et nous reviendrons sur certains aspects avec qui de droit. Donc cela veut dire qu'on devrait avoir, toutes les sociétés minières devraient avoir des sections syndicales? Non, c'est obligatoire, c'est même un décret. Bien. Il n'y a pas un seul milieu de travail qui ne doit pas avoir la représentation des travailleurs. Ce qui est déjà compris. Et là, Mamadou Saliou Diallo, notre invité de ce matin, avec lui, nous parlions de la convention collective dans les mines et carrières où plusieurs exigences ont été prises en compte. Merci Elage d'être intervenu sur nos ondes ce matin. À moi de vous remercier, je remercie vos millions d'auditeurs. Merci. Nous sommes à vous et nous travaillons pour vous, comme Jean Lefebvre. Merci en tout cas, et merci pour le combat, merci pour toutes ces négociations. Une très bonne nouvelle, il faut le dire, pour tous ces employés guinéens qui évoluent dans les mines, carrières et assimilés. C'est quand même historique, il faut le rappeler. Une pause, derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission, Le Scanner. Ne zappez surtout pas. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store.
L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique.
Quelques minutes encore à passer ensemble au compte de cette émission Le Scanner. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias à la télé. Vous nous regardez si vous êtes abonné au bouquet Canal+, sur le numéro 249. Sur le bouquet Star Times, vous le suivez sur les numéros 113 et 779. Merci de nous écouter à la radio. C'est sur la 89.5 partout en Guinée, à Conakry également. Merci de nous pratiquer sur notre site d'information, siaminfo.com. Là également, faites-y un tour. Vous pouvez nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission sur notre application mobile Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store, sur YouTube, TikTok, Instagram. Vous nous suivez sur Kavi Media. Meta, vous êtes sur Kavi TV. Merci de votre fidélité si vous y êtes déjà. On va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand à plus 224 629 95 67 67. On y va avec cette première réaction. L'infatigable communicant du CNRD du général Mamadi Doumbouya, civilisé, généreux, l'enfant prodige de Boulamaya Samaya, monsieur Silla rue 15. Une pensée positive à votre PDG, le vrai patriote avéré, monsieur Edouard Koundounou, ce qui concerne les soutenances en Guinée. Honorable Jobébé Tossidibé de la 9e législature avait en parlé, mais pour mettre fin à l'affaire de soutenance. Mais hélas, il n'a pas été soutenu. Et je demande à mon général d'armée civilisé de s'ingérer dans l'affaire de... Hein? Ouais, peut-être c'est qui est écrit que je dis. Peut-être après, il revient dans l'affaire de sous-traitance. Maintenant, peut-être qu'il a corrigé. En Guinée, sinon, les gens vont travailler pendant des années inutilement sans avoir quelque chose. Vive la paix, vive la Guinée, vive le CNRD. Vive le général Mamadi Doumbouya, civilisé, généreux. Ah, Silla. C'est un Silla, malheureusement. Toujours sur le plus à 224 629 95 67 67. Bonjour à vous, à vos chers chroniqueurs et au PMA. Bamomed, le problème de la Guinée est grave. Même vous, les journalistes, la plupart sont plus que des politiques. Chaque jour, c'est de nouveaux problèmes. À un moment donné, essayez de suivre certains pour le peuple. C'est vous, hein? Allez, c'est pas le peuple bas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le message n'est pas signé. Allez, on prend des coups ce matin. Mais c'est aussi ça le métier, hein? On accepte et on passe. Bonjour mes chers journalistes. Laissez-moi vous dire que c'est un grand pas qui se matérialise dans le secteur minier, que l'applicabilité de cette convention soit de mise. Bravo aux syndicalistes qui ont mené ce combat pour voir le bout du tunnel. Merci au gouvernement. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi, fidèle auditeur de cette émission, le Scanner. Bonjour ma radio du développement, je suis Ali Radafi Camara depuis Bessiaport. Vraiment face à un problème, c'est de ne pas fuir mais rester à affronter. La dignité de l'homme, c'est sa parole. Est-ce que c'est nos dirigeants ou la société? Abdallah, depuis que j'ai fini, jusqu'à présent, j'ai pas eu un emploi digne de nom. Et imaginez de 2015 jusqu'à nos jours, je suis au chômage. Salut mon PM, que Dieu protège notre pays. Amen. Il faut aller enseigner mon cher ami. Il ne faut pas rester à la maison. Hein? Il faut quand même aller donner ça aux jeunes. Hein? 10 ans c'est trop. Vous devez aller enseigner. Hein? Moi j'ai commencé là. Et j'en suis fier, hein, je vous le rappelle. Bonjour Kavi FM, la 89.5. Bonjour mes vaillants journalistes du jour. L'écoute est super ce matin. Là du côté de la BPMG, votre invité à l'expérience en la matière. Signé Ibrahim Assouri, Iso Camara, fidèle toujours au poste. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, Dinting Gambouria d'Ankama, dans mon village natal, notre Gambouria. Merci pour la reprise car on était inquiets. Gambouria, ne sois pas inquiet, on est là. Mais hier, on a passé la nuit sous des tirs dans notre quartier Koloma sous une tension entre deux communautés. Mais il faut que les démagogues arrêtent de mélanger les Guinéens. Ils n'ont qu'à faire leur propagande et laisser les citoyens en paix. Je vous garantis que cette signature ne va pas aboutir car c'est de la campagne. Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma. C'est toujours Djambouria, hein? Rien ne m'étonne moi. Bonjour et très bon début de semaine à vous les transcendantaux. Le moral est boosté en vous réécoutant après un laps de temps d'absence. Signé Aboubakar Karankani Koulibaly depuis la Tannerie. Ça fait plaisir de l'entendre ce matin et de le lire dans vos propos. Bonjour Kavi Media, c'est Souleymane TSD depuis CBA Nord. Il faut revoir les sous-traitances. Ils sont mal payés avec leur chef, sinon la société mère paye dans les bonnes conditions. Cela est réglé à travers cette convention collective, que chacun s'y mette pour le respect de ces conventions et de ces tests. Bonjour mes chers journalistes, c'est Amadou Djuldé. Félicitations à vous car vous êtes des journalistes responsables et bienvenue à votre collègue. Je prie Allah de vous protéger.
Amen. Donc, bienvenue à Moussa Cheikh qui va rester avec nous pour la suite de cette aventure dans le scanner. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Eriko et à Djuntung. C'est dans la préfecture de l'Elouma. Les travailleurs du secteur minier peuvent désormais se frotter les mains. Une nouvelle convention accuse pour une condition de vie meilleure. Je pense que c'est une bonne nouvelle que cela soit élargi à tous les secteurs publics et privés du pays. C'est Boïba depuis Kissidougou qui nous pratique de ce côté. Merci pour la fidélité. Bonjour les grands journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer l'écoute est favorable ici. Félicitations à vous, nous sommes fiers de vous. Donzo Sekou, le pneumatique, le fidèle des premières heures de cette émission. Nous on poursuit ce débat et on prend la direction de Niamey, la capitale du Niger, où se tient à l'instant même, s'il faut le dire, où depuis le samedi, les assises nationales, durant 5 jours, 600 personnes échangeront sur l'avenir du peuple nigérian pour un retour à l'ordre constitutionnel. Les résolutions issues de ces travaux devront aboutir à un calendrier fixant la durée de la transition. Le chef de l'État nigérian, le général Abdourahmane Tiani, précise que les présentes assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de compte, de critiques acerbes, injustifiées, encore moins servir de tremplin pour une conquête de pouvoir à venir, mais doivent plutôt être un moment d'échange constructif qui va fédérer tous les Nigérians. Le rapport final devrait être remis au général Abdourahmane Tiani début mars. Mais les autorités, cette question qu'on pose est de la transition qui avait annoncé une transition de 3 mois. Vont-elles respecter le délai? Yamoussa Cheikh Kamara, je vous vois très sceptique ce matin. Non mais c'est le bémol. Ah bon? Non mais vraiment c'est un problème. Ah bon? Oui. Non, qu'est-ce qui te fait croire? On parle d'assises nationales là. Non, mais on parle d'assises nationales, mais après combien de mois? Après 18 mois de la transition, je vous rappelle, que le général nous dise, le général Tiani sorte du silence pour nous dire que oui, si on a accusé ce retard, et c'est parce qu'il y a eu l'animosité, selon ces mots, des forces occidentales et ensuite la complicité de certains pays africains. Ouais, parce qu'il faut rappeler le contexte. Après, le Niger n'appartient plus à la CEDEAO, on peut comprendre quand même ce discours. C'est l'AES, voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce que faisait la junte militaire nigérienne depuis tous ces temps? Réfléchir. Bon, moi je me pose, c'est la question que je me pose. Après 18 mois, cette junte n'a même pas de projet de charte. C'est-à-dire des principes devant régir le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État, de cette transition nigérienne. Mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est vrai, vous pouvez dire ça à Mohamed Ba, mais moi je me dis, c'est vrai que le Niger s'est réveillé avec cette première assise nationale qui va durer 5 jours et c'est mentionné vers la fin que c'est à l'issue de ces 5 jours qu'on va procéder à la mise en place d'un projet de charte. Ça veut dire que ces militaires qui sont au pouvoir ne sont pas encore prêts. Et puisque moi je me pose la question, comment ils faisaient sans charte, sans aucun principe, devant régir cette transition, comment ils faisaient pour gouverner le peuple nigérian? Parce que vous ne pouvez pas venir, soit vous appartenez, parce qu'il faut comprendre, Abdallah, le coup d'État, ça se prépare, ça ne tombe pas un seul matin, ça se prépare. Ce qui est vrai. Donc, vous partez des remarques, vous partez de beaucoup de principes, des préalables, pour dire, bon, on va se décider pour prendre la destinée du pays en main. Et donc, forcément, quelque part, vous aurez des partenaires du côté de l'Occident ou du côté même de la sous-région, qui vont forcément vous soutenir. Parce qu'il faut rappeler aussi que les activités des partis politiques sont suspendues depuis juillet 2023. Bien sûr. Si je ne me trompe, bien sûr. 2023, alors, si vous n'avez pas toutes ces capacités, et que vous décidez comme ça, venir s'imposer parce que simplement, vous êtes sûr que vous
vous êtes sur des armes. Il y a des réalités nigériennes qu'on ne maîtrise forcément pas. On ne maîtrise pas. Mais ce qui se passe, c'est que se trouve à la face du monde, il fallait s'y adapter. C'est-à-dire, il fallait aller très vite. 18 mois quand même. C'est trop. Pour nous dire que ça fait 1 an, 6 mois. C'est-à-dire, 1 an, 6 mois, ces gens n'ont même pas de feuille de route. Mais comme Mohamed l'a dit, vaut mieux tard que jamais. Moi, je ne vois pas quand même pas de mal si aujourd'hui le général Tiani se réveille pour dire ok, on va s'asseoir, on va dialoguer, on va tomber sur quelque chose pour se retrouver pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Après 18 mois, la durée n'est même pas définie. Et c'est à l'issue. Non, attention, à l'arrivée des militaires, ils avaient parlé de 3 ans de transition. 3 ans de transition, si on doit calculer, on est toujours dans le timing là. Mais ça n'a pas été acté. Et dans cette assise même, ça a encore été annoncé que c'est à l'issue de cela qu'ils vont essayer même de se pencher sur la période de la transition. Et donc, si les 3 ans qui ont été annoncés n'ont pas été respectés, qu'est-ce qui nous garantit? Vous-même, vous avez posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous garantit que ce qui va être retenu à l'issue, c'est-à-dire au soir de cette assise nationale, va être prise en compte par les militaires. Et étant donné que jusqu'à présent, on n'a pas eu de charte, mais c'était la moindre des choses, c'était le départ. Il fallait au moins en principe, devant régir la transition, il fallait la charte de la transition. Peu importe, la durée ne compte, c'est vrai que ça compte, mais le b.a.-ba d'une transition, c'est cela. Parce que vous ne pouvez pas diriger un pays sans la constitution en temps normal. C'est-à-dire, en période constitutionnelle, vous ne pouvez pas diriger un pays sans la transition. Non, mais c'était un processus. Sans la constitution. C'était un processus. Vous ne pouvez pas également diriger une transition sans la charte de la transition. C'est un processus. Un processus, c'est ce que je vous dis. Un coup d'État se prépare, Abdallah. J'ai commencé par vous dire cela. Mais si ce n'était pas préparé. Mais un coup d'État se prépare. Non, mais un coup d'État se prépare. Si vous ne préparez pas le coup d'État, mais c'est que vous foncez tout droit. C'est que le bateau fonce tout droit vers l'iceberg. Non, mais c'est fini, c'est la guillotine. Ça se prépare. Alors, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a quelque chose qui est préparé. Vous avez démis de ses fonctions un président de la République démocratiquement élu, vous venez avec les armes pour destituer ce dernier, et puis vous nous dites que vous n'avez même pas de feuille de route devant conduire le pays. C'est-à-dire, vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de la charte, et c'est après 18 mois que vous allez vous retrouver pour faire une première... Il ne faut pas tomber dans les pommes. C'est une première assise. Ne tombe pas dans les pommes, parce qu'en 2024, tu sais déjà que dans les 8 régions, il y avait quand même des consultations qui ont été faites. Des consultations, mais c'est une première assise nationale. Mais avant les assises, il faut d'abord des consultations. En Guinée, on a assisté à cela. C'est d'abord les consultations, après les assises nationales. En Guinée, on a fait notre assise nationale après combien de mois? Après quelques mois. Oui, quelques mois. Mais au Niger, ça fait 1 an. Oui, on peut dire. Les réalités ne sont pas les mêmes. C'est ce que je veux le faire comprendre. Non, mais le contexte. Le Niger a été sanctionné, le Niger a été acculé. Le Niger devait d'abord sortir de la conférence des chefs d'État des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et après créer l'AES avec le Mali, le Burkina Faso. La Guinée n'a pas eu ce processus. La Guinée a eu des, si on peut dire, des complications, mais pas à l'image du Niger. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes, les sociétés ne sont pas les mêmes, mais à dire la Guinée n'est pas membre de l'AES, attention, la Guinée n'est pas un pays menacé par le djihadisme pour le moment. Je dis bien pour le moment, j'insiste, parce que le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient quand même cette présence française exagérée, si on peut aller jusque-là, exagérée, contrairement à la Guinée. Donc tu ne peux pas dire, on ne peut pas comparer les réalités guinéennes aux réalités nigériennes. Ça, c'est d'abord un premier pas. Je ne suis pas en train de faire une comparaison. Premier pas. Donc les réalités nigériennes, il faut les prendre en compte. C'est loin d'une comparaison. Oui, il faut les prendre en compte. C'est loin d'une comparaison. Oui. Moi, je dis que je suis abasourdi d'entendre qu'après 18 mois, qu'est-ce que tu voulais, qu'on n'a pas une charte de la transition au Niger. Mais il fallait commencer par ça. Mais vous-même, je vous rappelle que c'est le b.a.-ba de la chose. C'est comme en période, c'est-à-dire à l'ordre constitutionnel, un président ne peut pas, démocratiquement élu, ne peut pas dire qu'il peut diriger un pays pendant 18 mois sans constitution. Mais ça, l'exception, c'est la transition. Mais la transition, il fallait une charte de la transition. Il fallait quand même une charte de la transition. C'est pourquoi je parle d'exception. Mais là, 18 mois, on nous dit que c'est maintenant, que c'est à l'issue de ces 5 jours d'assises qu'ils vont trouver un projet.
c'est pas une charte, un projet de charte. Élaborer un projet de charte, mais le Niger est en retard. C'est vrai que je ne suis pas en train d'élaborer une comparaison, c'est-à-dire de faire une comparaison entre la Guinée, c'est loin de tout ça. On sait tout ce que le Niger a traversé depuis le coup d'État, mais le général et sa junte au pouvoir devraient quand même être capables de nous sortir une charte pour diriger le peuple nigérian. Sinon, sans quoi, il ne faut pas prendre pour bouc émissaire les puissances occidentales et puis derrière suivi de leurs complices. Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas d'animosité. Moi, je dis, aujourd'hui, la faute, c'est la junte. Alors, il faut essayer de bâtir les grands projets pour permettre au peuple de souffler enfin, c'est-à-dire favoriser le retour à l'ordre constitutionnel, puisque partout, c'est le souhait et c'est l'objectif d'une transition. Il faut qu'on parte sur ces principes-là. Bien. Depuis mai 2023, le général Abdourahmane Tiani Mohamed Ba, le PM, ne parle plus de retour à l'ordre constitutionnel. Il avait juste annoncé, on se rappelle, 3 ans de transition maximale, un délai maximal. Mais malheureusement, depuis lors, le général n'a pas abordé ce sujet. Si quand même, la semaine dernière, il aborde ce sujet avec beaucoup d'aisance, mais plus loin, il explique aux uns et aux autres que cette tribune ne doit pas être utilisée pour des fins de propagande. Ça doit attirer l'attention des uns et des autres. Ça doit attirer l'attention des uns et des autres, ça c'est une évidence que nous avons là et que vous savez très bien que dans cette partie de l'Afrique, depuis qu'il y a eu ce problème, ce coup d'État et que le président démocratiquement élu s'est retrouvé à la tâche, voire même s'est retrouvé en prison, s'il faut le dire comme ça, parce qu'il est dans sa maison sous surveillance avec un compagnie de sa femme, en résidence surveillée, en compagnie de sa femme, et que aujourd'hui ce sont les autorités à travers le général Tiani, comme on appelle, que les affaires courantes sont dégagées de côté de ce pays. Mais comme je l'ai dit tantôt, mieux vaut tard que jamais. Ils ont essayé de mettre en place, ils s'engagent pour mettre en tout cas la charte pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir gérer le pays. Moi, je m'intéressais beaucoup plus du côté de la constitution, des personnes qui vont travailler pour la mise en place de ce travail qui va se dérouler pendant les 5 jours qui vont arriver. On a entendu parler d'un certain Djingaré qui va être à la tête de cette commission là, au niveau du Niger. Et je vous le dis, exceptionnellement, j'ai eu la chance de l'interviewer. Ah oui, bien sûr. Tu es un vieux. Ah oui, j'ai eu la chance de l'interviewer. Ceux qui connaissent du côté de l'OMS en Guinée, Dr Djingaré était le représentant de l'Organisation mondiale de la santé ici en Guinée pendant Ebola. Il était là. Et avec le projet Ebola Chrono. Projet Ebola Chrono. Donc on avait la chance de le côtoyer souvent. C'est un monsieur... vraiment, il faut le dire, je pense qu'ils ne se sont pas trompés pour le mettre à la tête de cette commission. Tu tresses des couronnes là. Non, je ne le connais pas, c'est pour dire déjà il n'est pas en Guinée, donc je n'ai aucune chance, je n'ai plus de ses coordonnées, donc je ne peux pas, c'est pour dire... Tu peux ne pas avoir une chance. Donc c'est pour vous dire que c'est une chance qu'ils ont. Pourquoi je le dis? Sauf, bon, ils travaillent avec des militaires aussi, ça c'est notre problème, un autre débat. Ce monsieur, vous l'appelez à tout moment, il décroche. Vous le demandez, il est disponible. Vous le demandez une interview par rapport à tel sujet concernant au niveau de l'OMS, il vous répond, il vous cale un rendez-vous. Si aujourd'hui, dès le lendemain, à la première heure, il vous invite, vous êtes déjà là et il le réalise sans problème avec vous. C'est pour dire par là que ce monsieur, je crois, à la tête d'une commission comme ça, ne peut faire que de bonnes choses. Et qu'après, l'Organisation mondiale de la santé, il est le chef d'un canton du côté du Niger. Vous vous rendez compte un peu ce qui se passe là avec ce monsieur, jusqu'où il est proche de la communauté. Donc mettre à la tête d'une structure comme ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et la réflexion a été vraiment mûrie du côté du Niger et qu'il s'est fait entourer par dans le décret vraiment de la nomination des membres de cette commission. On parle d'un ancien premier ministre qui n'est autre que Hassan Moyaki aussi, qui est dans ce lot. Il y a des universitaires, il y a des hommes de la société civile, il y a beaucoup d'autres personnes. Mais malheureusement, on a parlé de dialogue inclusif, mais malheureusement, aucun représentant des partis politiques. Oui, parce que les actions, malheureusement, toutes les activités des partis politiques sont suspendues. Si les activités sont suspendues, on devrait ouvrir une brèche pour pouvoir les approcher, voir comment les inclure, en tout cas trouver une forme, parce que c'est une représentation importante d'une partie de la population nigérienne. Mais quand on arrive à dire que c'est un dialogue inclusif, quelque chose qu'on veut faire comme ça,
et qu'on essaie de mettre les politiques de côté, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ce cadre. Donc déjà, la Constitution, moi, ça me donne de l'espoir. En partie, en 5 jours, est-ce que ça pourrait être fait? Oui, ce n'est pas le document global définitif qu'on essaie de mettre là. C'est un avant-projet qu'on est en train de mettre là du côté... 5 jours pour 600 personnes, c'est peu. Ça, vous voyez, c'est que c'est peu, mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer, il faut exprimer la volonté de faire quelque chose. Parce que s'il n'y a pas de volonté, ça va être compliqué. Parce que vous vous rendrez compte qu'ils ont essayé déjà de sectionner les différents problèmes au Niger. Et Cheikh a parlé tout à l'heure le retard que nous avons pu faire quelque chose en quelques mois. Du côté du Niger, ça a pris plus d'une année. Plus d'une année, il faut comprendre que c'est un pays qui est confronté à des problèmes avec des djihadistes. C'est pas quelque chose qu'on peut résoudre banalement. Et tous ces pays de l'AES sont confrontés au même problème. Donc la situation dans ces pays, et de comparer au cas guinéen, vous vous rendrez compte que ce n'est pas la même chose. Donc mieux vaut tard que jamais qu'on arrive à refaire. Ils ont réparti quoi? Le premier point dans ce dialogue qu'ils veulent mettre là, ils parlent de paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Donc je pense que l'ensemble de tout ça, mettre dans une rubrique au compte d'une partie de la population, un groupe de travail qui sera fait dans ce cadre-là, je pense qu'en quelques jours, on ne pourra pas tout faire, c'est vrai. Il faut quand même dire que les autorités militaires ont été éprouvées, les banques fermées, avec la CEDEAO qui les a laissées à l'abandon, la France qui a quand même coupé carrément le pont avec le Niger à l'époque, parce que, estimant que Mohamed Bazoum a été séquestré ou est séquestré chez lui, jusqu'à présent. Ça a quand même été un coup dur pour la junte militaire qui a décidé de quitter la CEDEAO pour se retrouver dans l'AES. AES, aujourd'hui, il y a quand même des initiatives avec les trois pays, les deux autres pays, les deux autres États, le Mali et le Burkina. Mais entendre quand même parler de nouveau de retour à l'ordre constitutionnel doit quand même donner de l'espoir. C'est de l'espoir qui se dégage là. Ça ne veut pas dire, on ne peut pas se réjouir d'avoir à la tête d'un État vraiment un groupe de militaires. Ça ne rassure pas parce que du jour au lendemain, on peut s'attendre à autre chose. Tout ce qu'on veut, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Avec le retour à l'ordre constitutionnel, c'est la stabilité le plus souvent. On ne s'attendra que de la stabilité. Mais aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, avec les différents points, les différents piliers de cette réconciliation, de ce dialogue, au niveau du Niger, on a parlé de cette cohésion sociale, on parle de la refondation politique et institutionnelle. Refondation, ce n'est pas seulement la marque déposée de la Guinée, mais ça se passe aussi du côté du Niger. C'est comme si les jeunes militaires prennent du plaisir à parler de la refondation. On parle moins de transition, mais on parle beaucoup plus de refondation. Quand on parle de refondation, tenez-vous bien, Cheikh le demandait tout à l'heure, il faut tout répondre, on ne parlera plus de timing de 3 ans. Dans son document, nulle part, on a dit que c'est 3 ans ou 2 ans maintenant, même si Abdallah l'a rappelé qu'ils sont dans le temps, mais ce n'est plus dans le discours du général Tiani. On parle de refondation, on ne parle même pas de projet, on parle de l'avant-projet. Donc, on pourrait consacrer une bonne partie de l'année 2025 à ce travail du côté du Niger. Il comprendrait qu'il y a l'économie et le développement durable dont il parle. Je me demande pourquoi on tient compte de tout ça. Et on parle de la géopolitique et environnement international, justice et droits de l'homme. Justice et droits de l'homme, pendant ce temps, Bazoum et sa femme se retrouvent de l'autre côté et beaucoup d'autres hauts cadres de ce pays. Donc moi je pense qu'il est temps qu'on se réveille un peu partout en Afrique, pas seulement au Niger, pour que la gestion des affaires au sommet de l'État se répercute sur le bien-être des uns et des autres peuples africains de chaque pays. Vraiment. En tout cas, moi je dis que ce ne sont pas des assises, mais c'est plutôt une rencontre ou une consultation avec quelques acteurs. Et puisque si on ferme la porte à l'opposition, on ne peut pas me parler de l'assise nationale, parce que les partenaires politiques qui doivent être là, trouver consensus, un terrain d'entente avec le gouvernement militaire, si ces partenaires sont absents, on ne peut pas parler d'assises. On peut déplorer l'absence des uns, mais on ne peut pas dire que ces gens-là sont indispensables. Vrai, ça, c'est quelque chose, il faut le dire. Vous pouvez citer tous ces problèmes, mais ce n'est pas seulement le Niger qui se trouve dans tous ces problèmes. Vous avez rappelé aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali traverse la même zone d'ombre et le même désert avec le même problème. N'hésitez pas de parler de la Guinée aussi. Parler de la Guinée. Oui, mais on ne fait pas partie de l'AES.
RDS. Oui, mais les difficultés. On est dans la CEDEAO jusqu'à maintenant. On a connu ces difficultés-là. Alors, si vraiment que vous pouvez citer tous ces problèmes pour aujourd'hui défendre le Niger et son président, le général Tiani, c'est beau de faire l'avocat du diable, mais moi je sais que, j'insiste là-dessus, ils sont en retard et ces assises sans la classe politique, ce ne sont pas des assises. Vous savez qu'il y a des pays européens qui passent des mois et des mois, voire même près d'une année, sans gouvernement. C'est le cas de la Belgique. La précision, elle est importante. Hein? Et on ne parle pas de transition. Tout dépend de l'appellation qu'on colle. On n'est pas en Europe et on n'est pas en transition en Belgique. Allez, Belgique. On va se calmer un peu. La transition, c'est au Niger et en Guinée. Le débat est très houleux, mais c'est la fin de cette émission, malheureusement. Merci, Yamoussa Cheikh Kamara. Merci, Abdallah. Merci, Mohamed Ba, le PM. Merci. Merci à ce jeune qui commence bien là. Allez, merci à vos auditeurs et téléspectateurs, à l'équipe technique du jour. Kandebo Adisanko nous a accompagnés du côté de la radio à la télé. Salimatou Sissé, Babako Ivogi à la réalisation, Michel Ouamounou. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.